Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box, très content de vous retrouver pour faire un gros débrief à froid du combat incroyable de ce week-end qui a opposé Tyson Fury à Alexander Usyk. On peut dire qu'il y avait beaucoup d'interrogations autour de ce choc, on se demandait même si ce serait un combat plaisant à regarder ou si on allait voir un combat fermé ou même dégueulasse parce que plein d'accrochages et potentiellement d'anti-box. Et au final, on peut dire que l'affrontement il aura été à la hauteur de l'événement. On rappelle que l'enjeu, c'était l'unification totale des 4 ceintures de la catégorie des poids lourds. Première unification totale depuis Lennox Lewis il y a 25 ans, je crois. 24 ans, 25 ans. Je sais plus. En tout cas, c'est la première fois de l'histoire depuis l'ère à 4 ceintures qu'il y a un champion unifié poids lourd. J'estime, moi, pour ma part, qu'on a vu un combat d'un très très haut niveau, surtout pour de la boxe poids lourd, qui est rarement la plus fine. En tout cas, moi, je me suis vraiment régalé. Et avant de démarrer le débrief, à proprement parler, je voulais d'abord revenir sur un point, et c'est pour ça aussi que c'est important pour moi de parler de débrief à froid. Il y a JC de Box Attitude qui m'a très gentiment invité à son live directement après le combat, donc avec Malik, Gantbox et Abdel. J'étais un peu comme un ouf parce que j'avoue que j'avais super envie d'en parler, d'atterrir un peu après ce qu'on venait de vivre. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de sensations que j'ai partagées à chaud, sur lesquelles j'avais envie de revenir avec un peu plus de recul. Et surtout, il y a un truc important, et ça pourra sonner un peu comme une justification, mais c'est plus un constat en fait que je trouve intéressant. C'est que ce combat-là, je l'ai regardé dans un contexte qui est très différent de comme je fais d'habitude. Je l'ai regardé avec plusieurs potes qui suivent pas vraiment la boxe, donc je l'ai suivi un peu, pas vraiment concentré et pas avec un œil analytique, on va dire, comme je peux le faire justement quand je sais que je vais faire des comptes rendus après. Et là, j'ai vraiment voulu profiter du moment. J'ai même pas pris de notes, j'ai même pas scoré les rounds. Et je l'ai vraiment pris comme un fan qui kiffe, quoi. Et je me suis rendu compte que ça s'est ressenti beaucoup sur ma perception du combat en première lecture. Et je vais développer ce point dans pas longtemps, mais le sujet où ça m'amène d'abord, c'est que j'ai pris conscience de quelque chose, en fait, qui pourrait être plus problématique, entre guillemets. C'est que moi, typiquement, en fait, pour revenir à ce live, en fait, quand je suis invité sur des lives comme ça, je vais avoir tendance à parler comme si je discutais avec des potes sur un canapé à la maison. Et en fait, je prends pas trop conscience de à quel point il y a une audience qui est énorme chez JC, en fait, qui va regarder déjà en direct et même encore plus en replay. Et quand on fait ça, en fait, c'est vrai que c'est aussi pour les personnes qui regardent le live qu'on discute, plutôt que de se dire que c'est un kiff que je me fais moi en parlant et en discutant avec eux après un combat. Et du coup, ce qu'on dit chez JC, surtout sur un combat de cette ampleur, finalement, c'est presque pris et commenté comme si on était, entre guillemets, des consultants, et comme si on nous donnait un devoir d'analyse et de légitimité, en fait, que les gens donnent, surtout que c'est des abonnés de la chaîne de JC, donc c'est pas des gens qui suivent ma chaîne à moi. Et moi, du coup, je me prends pas du tout, mais alors vraiment pas du tout pour ce type de truc je me considère pas du tout comme un consultant et j'estime pas avoir ce devoir-là. Moi, je suis juste un mec qui aime la boxe, qui a la chance de pouvoir en discuter avec d'autres passionnés de boxe, et c'est ce que j'ai l'impression de faire dans ces lives. Mais du coup, je m'en suis quand même un peu voulu, en fait, d'être intervenu en laissant de côté l'aspect vraiment analytique et en privilégiant juste l'instant et le ressenti, en fait, pour discuter à la cool avec les autres pour mon plaisir perso, en fait, finalement. Et donc, c'est pour ça que je tenais aujourd'hui à amener une analyse qui était plus construite, plus travaillée. Donc déjà, pour les gens qui suivent ma chaîne, et pour ceux qui pourraient être amenés à avoir vu le live de JC, et du coup, de regarder ce débrief-là. Et du coup, dernier point par rapport à ce live, mais c'est par là, justement, que je fais commencer mon débrief, c'est que je voyais déjà pendant le live que beaucoup de gens protestaient un peu parce qu'on a beaucoup parlé de Fury, qu'on a aussi beaucoup encensé Fury au détriment d'Usyk, qui était pourtant le vainqueur. Et on retrouve aussi cette tendance ressentie dans les commentaires sur le replay. Et Gantbox en a parlé d'ailleurs aussi, c'est marrant, donc dans son podcast qu'il a sorti lundi, que je vous invite à écouter. Et c'est très vrai qu'en fait on a beaucoup parlé de Fury et du combat de Fury, et je voulais en profiter pour revenir du coup pendant ce podcast plus en détail évidemment sur la performance d'Usyk, qu'on l'a fait, mais ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que si on a tous autant parlé de Fury, c'est révélateur de quelque chose. Et donc pour moi la question qu'il faut plutôt se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a tous autant parlé de Fury, et c'est ce que souligne aussi Gantbox très justement, je trouve. Et mon sentiment,
Et cette réponse, elle engage que moi évidemment. Je laisserai les autres confirmer ou infirmer ce qu'ils en ont pensé. C'est que on a en fait, on était tous d'accord, je pense, sur le fait que Usyk, on savait que lui savait ce qu'il avait à faire, on savait qu'il serait préparé à le faire, et surtout on savait qu'il allait tout mettre en place pour le faire. Concernant Fury, on ne savait rien. On savait pas dans quelle forme il allait venir, on savait pas s'il allait prendre le truc vraiment sérieux, si mentalement il serait prêt, s'il aurait la boxe pour contrer celle d'Usyk, etc. Donc je pense qu'en premier lieu, on a tous été surpris, soulagés, et même pour certains, dont je fais partie, enthousiasmés en fait, de voir Fury nous donner le combat en fait. Qu'il ait été au rendez-vous de cet événement, qu'on ait vu un Fury qui était préparé et mentalement là. Et ce que ça a donné, c'est qu'il a vraiment réussi dans un premier temps à grandement contrarier Usyk, pendant une bonne partie du combat d'ailleurs, et même à le mettre à mal, comme je l'avais jamais vu mis à mal finalement Usyk. Et on dit toujours du coup que il faut être deux pour faire un grand combat, et malgré toutes ces phrases que passées, toutes les fois on l'a détesté Fury pour nous avoir donné des combats un peu dégueulasses, ou pour pas avoir été au rendez-vous, pas au poids, avoir pris les choses par-dessus la jambe, ses déclarations, et ben cette nuit-là, Fury, il nous a rappelé quel boxeur il était, et pour ça, ben juste merci, on avait un gars prêt, un mec très fort pugilistiquement, et surtout un gars qui, contrairement à ce qu'on redoutait, n'a pas tant usé des accrochages et a pas cherché à pourrir le combat, et ça faut le souligner. Et il y a un truc de fou en fait qu'on peut pas lui enlever à Fury, c'est que malgré sa défaite ce week-end, ben, y a un adage en boxe qui dit fight the boxer and box the fighter. Et là où tu vois que Fury il est à part, c'est que lui, par le passé, il a fighté le fighter en surclassant Wilder à la bagarre. Et là, ben, il a cherché à boxer le boxeur lui aussi en relevant le défi en boxe de Usyk. Et il a failli trouver le succès. En tout cas, il a contrarié le maestro qu'est Usyk comme il l'avait jamais été sur son propre terrain de jeu, donc qui est la boxe. Et même si à la fin, et on va en parler évidemment, c'est Usyk qui a gagné en montrant à quel point il est un boxeur à part, Fury nous a quand même montré, rappelé qu'il était un boxeur spécial. Et pour finir là-dessus, ben, valoriser la performance de Fury, ayez conscience que c'est aussi encore plus valoriser celle d'Usyk qui pour moi non seulement mérite sa victoire, mais qui en plus s'est sorti d'un bourbier à montrer ses tripes, sa supériorité pour s'imposer contre, je le répète, pour moi, un très très bon Tyson Fury qui nous a respecté, nous les fans, mais qui a aussi respecté son adversaire. Donc maintenant, avant de passer au débrief à froid, je voulais juste soulever un point. Ce qui est marrant, c'est que, comme je disais en début de podcast, j'ai vu le combat dans des conditions différentes de d'habitude. Et c'est vrai que quand j'ai re-regardé le combat, je l'ai vu d'un œil différent. Et les deux lectures, en fait, elles sont intéressantes à comparer. Et c'est juste ça que je voudrais aborder. C'est que moi, en première lecture, en fait, j'ai vraiment vu la première partie du combat en faveur de Fury et la deuxième en faveur de Usyk, avec le down qui a bien sûr son importance. Mais j'avais vraiment l'impression d'avoir vu deux combats dans le combat. Et à la fin, j'étais presque un peu perdu, même si je voyais quand même Usyk. Et à ce moment-là, ben, pourquoi pas un nul, en fait, qui m'aurait fait chier, bien sûr. Hein. Mais en fait, ce que moi, en première lecture, j'avais trouvé fou, et ce qui m'a un peu matrixé, encore une fois, par rapport à Fury, c'est comme Fury a su être totalement dominant en début de combat. Ça me semblait incroyable, en fait. Et sur cette période de domination, on l'a dit dans le live, et c'est Abdel qui le soulève, Usyk, à un moment, il fait presque de la peine, quoi. T'as l'impression qu'il a zéro solution, qu'il passe pas loin de la correctionnelle. Et ensuite, alors que tu vois Usyk sans solution, ben, il y a ce shift qui va s'opérer, où Usyk reprend le dessus, et Fury qui se fait compter. Et là, on se dit, ben, le panache d'Usyk, c'est quelque chose, quoi. C'est incroyable. Il revient dans le combat avec des grosses touches nettes. Et du coup, comme je disais, j'ai eu cette impression de, dans un même combat, voir deux combats qui étaient diamétralement opposés. Et ça m'a laissé un sentiment un peu bizarre parce que moi j'ai ressenti en fait en tout premier, et je vais vous livrer la version contradictoire de mon débrief à froid, mais avec lequel je suis d'ailleurs en phase aujourd'hui, je vous la livre dans 2 minutes, mais l'impression que j'ai eue, c'est que la partie où Fury a dominé, il est archi dominant, et que la partie où Usyk domine, à part le round du down, il domine sur des touches nettes, mais c'est plus serré. Et c'est ça qui a un peu biaisé mon jugement en faveur de Fury et qui a fait que j'en ai fait des caisses en fait sur Fury, ce que j'assume par ailleurs par rapport à ce que j'ai dit juste avant, mais vous allez voir que ma deuxième lecture du coup elle est quand même plus mesurée et je me suis fortement aussi rendu compte d'un truc, c'est que quand tu regardes en direct sans t'arrêter sur les images, sans analyser en profondeur,
comme tu peux le faire aussi après coup en checkant les stats, etc. Ben, c'est vrai qu'il y a un facteur qui est ultra pernicieux, c'est que visuellement, la taille, elle va beaucoup compter sur l'impression de domination. On l'avait vu d'ailleurs dans le combat Lomachenko contre Ané, mais ben, c'est vrai que ça joue un rôle en fait, et sans voir les ralentis avec les grosses frappes du Zik, ou le nombre de coups qui touchent réellement sur CompuBox par exemple, ce qui est facile à faire après coup, ben, je trouve que la différence d'envergure, elle peut être hyper piégeuse sur le ressenti du combat, surtout que ben, au début on avait l'impression que les frappes du Zik, elles affectaient pas vraiment Fury, et ben, le combat de boxe, au final, c'est jugé par des humains, pas par des robots qui vont avoir les stats en temps réel. Et ça rend, je trouve, encore plus prégnant et respectable la victoire du Zik, qui a su derrière, en fait, finalement, bien marquer ses touches nettes et rendre sa victoire, finalement, assez indiscutable. Donc, maintenant, je vais passer à l'analyse objective, round par round, donc de ma deuxième lecture. Et ensuite, je vous donnerai un sentiment général. Donc pour moi, round 1, on a un gros travail de feinte des deux. Usyk qui met le pressing, travaille avec le bras avant, encore une fois en feinte, et le bras arrière au corps en direct. En fin de round, il va un peu remonter à la face. Fury, lui, travaille pour maintenir la distance, casser le rythme d'Usyk en 1-2, en alternant un peu corps-face. Mais je donne ce round à Usyk, donc qui arrive à plus toucher et être plus efficace. Round 2, Usyk agressif d'entrée. Ça, il l'a beaucoup fait d'être très agressif dès le début du round. Il va capitaliser sur son travail de variation de niveau, il continue à marquer ses touches au corps. On voit du début de travail en série des deux côtés. Fury me paraît un peu plus efficace quand il avance, mais il contre aussi assez bien, marque une touche nette d'ailleurs sur un bel uppercut en contre. Je donne encore ce round à Usyk, mais pour moi déjà il est plus serré. Et ensuite il y a le round 3, donc Fury là il va chercher à casser vraiment le rythme d'Usyk. Il avance, il recule pour créer un peu d'incertitude. Et en fait, ben, Fury, il recule beaucoup pour ensuite surprendre quand il explose en avançant. Il cherche aussi à punir Usyk dès qu'il avance trop ou se surengage. Et Usyk, de son côté, ben, il a du succès quand il coince Fury contre les cordes. Et ce round-là, par exemple, moi, je le donne à Fury pour le coup, parce que je trouve qu'il est à son tour plus efficace et qu'il arrive à mettre en place sa stratégie, qui ben, se développe encore plus dans le round 4, où on voit cette tendance chez Usyk, encore une fois, à commencer fort les rounds. Il agresse toujours d'entrée, mais Fury, lui, il va bien combiner en plantant cette fois ses appuis dans le sol. Usyk, il force Fury à être mobile, mais Fury il commence à très bien gérer sa distance et son timing. Et Usyk arrive plus à trouver cette bonne distance. Fury devient dur à lire et il sanctionne chacune des prises d'initiative d'Usyk. Donne ce round 4 à Fury. Round 5, Fury qui contrôle la distance, qui muselle toutes les prises d'initiative d'Usyk. Fury, il a une bonne distance, une bonne garde, il combine bien en puissance. Là, il fait mal à Usyk, notamment au corps. Il le fait reculer. Il a beaucoup de succès, Fury, sur les uppercuts au corps ou même à la face. Et il stoppe bien Usyk aussi avec les 1-2. Encore un round pour Fury. Round 6, ben là, on se dit que Fury, il est vraiment bien en place. C'est là où je commence à me dire que ça va être très très dur pour Usyk. Son uppercut, c'est une arme qui est énorme. Il fait vraiment reculer Usyk. Mais ensuite, il va pas capitaliser vraiment, je trouve. Alors que Usyk, il est clairement touché sur un énième uppercut. Et j'ai pas le souvenir d'ailleurs d'avoir vu Usyk mal comme ça. Il a l'air vraiment impuissant depuis plusieurs rounds et sans solution face à l'emprise que Fury met avec sa distance. Et on dirait même que Fury peut le finir. Mais derrière, il va pas vraiment accélérer. Et il va même en fin de round laisser Usyk remettre la marche avant. Je donne ce 6ème round à Fury aussi, évidemment. Le round 7, tu te dis qu'en fait, je sais pas, là, il choisit un peu d'alterner les touches et les frappes puissantes. Fury, il remise bien, contre bien aussi, mais Usyk, il va retravailler sur les fondamentaux, repartir dessus, il cherche de nouveau le bras arrière au corps, il se fait encore punir par les uppercuts, Fury vient plus coller aussi, mais tu vois que Usyk réessaye d'accélérer, Fury esquive bien, mais il commence à réajuster sa stratégie Usyk à partir de ce round 7, je le donne quand même encore une fois à Fury. Et là, on rebascule, puisque même si Fury va chercher à durcir d'entrée, Usyk, dans le round 8, il répond en remettant du volume, il accélère le tempo, vraiment beaucoup. Fury, il a plus de mal à le contenir, on le sent. On a une séquence de bonnes frappes en puissance de Fury, et juste derrière, en fait, il ressort pas, et il se prend 2 grosses frappes d'Usyk en remise. Et là, on se dit, est-ce qu'il paye pas un excès de confiance? Et Usyk réussit à reconnecter par la suite avec son bras arrière en étant explosif. Les touches en remise, elles font douter Fury qui hésite un peu, on voit au moment d'avancer. Et au final, il se refait mettre dans les cordes et prend des grosses frappes d'Usyk qui, on voit Fury arrive de moins en moins à contenir Usyk en fait. Je donne ce round à Usyk. Pour moi, ensuite, il les prendra tous en fait, Usyk.
Mais là, c'est le début du réembrayage. Et ensuite, ce round qui est déterminant, le round 9, où Usyk est bien dynamique, il a un bon rythme, il essaie de créer un peu plus d'angles sur les côtés. Ce qui est notable, c'est qu'à partir de ce round-là, il va systématiquement bloquer les uppercuts. Franchement, c'est impressionnant parce qu'on voit qu'il n'y en a plus aucun qui passe sur les uppercuts arrière. Il arrive à les lire. Et derrière, on a de premières alertes pour Fury avec des bras arrière en crochet de Usyk qui touchent. Et puis, Usyk finit par connecter durement. Et là, il lâche ses coups. Fury tombe dans les cordes. L'arbitre s'interpose pour le compter. Est-ce qu'il est sauvé par l'arbitre? On va en parler juste après. Mais du coup, Usyk prend ce round 18. Round 10. Usyk agresse tout de suite. Il recommence cette stratégie d'être très agressif en début de round. Fury, il essaye d'utiliser son jab pour maintenir sa distance. Mais il manque de réflexe, de lucidité, même s'il a quand même un peu récupéré. Il manque surtout beaucoup d'impact. Donc il est obligé de monter haut sa garde. Usyk est actif. Mais il reste appliqué, il se jette pas. Et Fury, lui, il essaie de récupérer en se déplaçant et en maintenant une distance de sécurité. Usyk va un peu ralentir en fin de round. Round pour Usyk encore une fois. Round 11, Usyk réattaque encore une fois fort en début de round. Fury réinstalle un rythme, mais Usyk il termine systématiquement les échanges et il reste agressif. Usyk continue de bloquer les uppercuts. On le voit bien ça encore une fois. On voit un Usyk vraiment en confiance et un Fury qui doute. Usyk jaillit bien et le bras arrière en crochet fait toujours mal. Round pour Usyk. Et enfin, le dernier round, le round 12. Usyk se maintient à mi-distance, il agresse bien, il ressort pour empêcher Fury de marquer ses touches. Fury commence à accrocher un peu plus. Usyk surprend encore avec son bras arrière. Fury lui essaie d'accélérer en combinaison, mais Usyk lâche pas le pressing et il touche en jaillissant. Fury, il a quand même un peu de succès encore avec son bras arrière, mais Usyk reste agressif juste au bout. Ça donne encore une fois le round pour moi à Usyk et ça m'amène à un scoring final de 115-112 pour Usyk. Et comme je le disais finalement par rapport à mon premier débrief, on a quand même vraiment eu plusieurs phases et des temps forts très marqués de chacun, mais avec finalement beaucoup plus de granularité ou de nuances que ce que j'ai pu percevoir en mode temps 1 Fury, temps 2 Usyk. On a la phase 1 où Fury se met en place et Usyk réussit à scorer des touches, mais Fury a pas l'air vraiment inquiété. On voit qu'il jauge un peu Usyk et qu'il met en place sa distance. Du round 3 au 7, pour moi, Fury surnage. Il a la bonne distance, il fait systématiquement mal avec l'uppercut, il casse le tempo et la boxe d'Usyk. Au round 8, on a cet excès de zèle, alors qu'Usyk est resté dans le combat, et Usyk reprend confiance en réussissant de nouveau à contre-attaquer. Et finalement, on se dit que Fury fait un peu le même genre d'erreur que ce qu'il a fait contre Ngannou, en restant à portée d'une réponse par excès de confiance. Et là, il se mange la contre-attaque sur 2 coups. Et derrière, on voit que son attitude, elle change à Fury, qui doute plus. Et ensuite, à partir du round 9, comme je disais, Usyk, il accélère le rythme, il bloque les uppercuts, il touche très durement Fury. Il va maintenir un gros pressing, gros tempo, capitaliser sur son bras arrière, tout en restant appliqué et sans se jeter, en étant agressif. Il arrive à maintenir cette mi-distance et à garder ses opportunités. Et c'est lui qui a la main sur la fin de combat, même si Fury arrive à avoir du succès avec son bras arrière par séquence. Donc quelque part, Usyk, il a bien démarré avec sa mise en place habituelle. Mais cette fois, c'est d'abord Fury qui a pris le dessus en lisant et en contrant la boxe d'Usyk jusqu'à ce 8e round où Usyk arrive à se reprogrammer pour remettre la main sur le combat et sur toute la fin de combat. Du coup, il va toucher, comme je l'ai dit, très durement Fury dans le 9. Mais derrière, Fury, il arrive à rester dans le combat pour maintenir des rounds qui seront quand même équilibrés, même s'ils sont dominés par Usyk. Mais on voit que sur certaines séquences, il reste un peu dangereux. Mais c'est vraiment Usyk qui domine en imposant sa distance à lui. Et du coup, dans le live avant combat que j'avais fait sur ma chaîne, d'ailleurs, j'en profite pour jeter une bouteille à la mer. Et j'ai eu que des remarques hyper positives sur l'intervention de Franz, donc qui s'était connecté sur le live et avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter. Donc Franz, si tu écoutes ce podcast, envoie-moi un message sur Instagram, donc sur la page Antenne Box. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir te réinviter à parler box sur des prochains podcasts, prochains lives, en prévoyant un peu. Donc Franz, si tu m'écoutes, n'hésite pas à m'écrire un message ou à commenter ou voilà, me donner un moyen de te recontacter. Ou si vous connaissez Franz, ou vous connaissez quelqu'un qui connaît Franz, n'hésitez pas à me le faire savoir du coup. Mais du coup, on disait que chacun allait avoir son temps fort, sûrement Fury en début de combat et Usyk en fin de combat, et que celui qui capitaliserait le mieux sur ses temps forts, il remporterait la victoire. Et c'est un peu ce qu'on a eu. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, il se passe quoi si on va un peu plus en profondeur? On a vu que la stratégie de Fury, c'était de chercher à maintenir la distance et de chercher à faire mal sur les offensives d'Usyk tout en cassant son tempo. Il a réussi à imposer sa boxe sur de nombreux rounds,
Mais je suis un peu déçu et je regrette qu'il ait abusé de sa boxe sur le pied arrière. On voyait qu'il avait des temps forts quand il commençait aussi à avancer. Mais il n'a pas assez joué dessus en fait. Ses coups, quand il était un peu ancré dans le sol, il est tombé dans une forme de confort et il a permis à Usyk de se rééquilibrer plutôt que d'accélérer après l'avoir touché et de le mettre, lui, la marche avant finalement. Et vu la différence physique, on savait que c'était à Usyk de trouver la clé. C'est lui qui devait trouver le moyen de casser la distance. Et en connaissance de cause, Fury a choisi de boxer sur le pied arrière et de laisser Usyk avancer. Et quelque part de laisser finalement Usyk dans ce qui est normalement le plus confortable pour lui ou le moins inconfortable. Et Usyk a mis plus de temps à trouver son timing et maintenir sa distance. Mais à partir du moment où il est parvenu, c'était fini. Et c'est là où, alors que Usyk a su se réadapter, Fury, lui, il a failli en ne maintenant pas son avantage ou en créant pas une nouvelle situation qui allait lui donner cet avantage. Et c'est bien Usyk, du coup, qui a gagné cette partie d'échecs. Et c'est lui qui a trouvé l'adaptation finale, on va dire, qui lui a permis de gagner le combat. Et finalement, il y a une partie de moi aussi qui se demande quand même toujours si Fury n'a pas, à un moment, été un peu suffisant en se laissant griser par l'avance qu'il est en train d'installer et à laisser ensuite Usyk reprendre confiance et se réinstaller dans le combat en mettant pas ce coup d'accélérateur au bon moment et en se disant qu'il allait réussir à finalement le gérer tout le combat. Et c'est ce qu'on a vu en fait, quand à un moment il fait le choix de pas sortir, etc. et qu'il se prend la contre-attaque et qu'ensuite on voit qu'il a plus de mal à se dire est-ce que j'avance pas. Et ouais, comme je disais, il a pas fait ses variations dans son jeu. Et voilà, ouais, je me demande s'il a pas un peu pris ça à un moment, comme je disais, se laisser griser et à pas penser qu'il était trop au-dessus. Et du coup, laisser un Usyk plein d'abnégation revenir dans le combat et lui remettre le bouillon derrière. Et je me demande aussi d'ailleurs s'il a pas eu des soucis de gestion de cardio où finalement le pressing un peu incessant d'Usyk et le fait qu'il ait augmenté le rythme l'ont fait souffrir et l'ont empêché de maintenir cette distance qui lui allait si bien sur la première partie du combat à Fury. Et dernier petit truc, mais je comprends pas aussi, c'est mon petit coup de gueule, ce que John Fury foutait dans le coin. T'as 3 mecs qui parlent en même temps à Fury, entre chaque round, et ça devait être son coach, en fait, Sugar Hill, qui devait gérer. Et John Fury, à un moment, il est lourd, quoi. Il faisait que gueuler ses consignes dans les oreilles de Fury. Il a un coach, laisse faire le coach, quoi. Donc, au-delà de ses frasques pendant la Fight Week à John Fury, c'est vrai que c'est un peu fatigant de se dire, il a un coach, quoi, pour l'aider à faire ça. Et si vous êtes plusieurs à donner des conseils, en fait, c'est comme si personne ne donnait de conseils. Bref. Finalement, il faut bien le dire, il y a d'une part la qualité technique de Usyk qui lui a permis de reprendre l'avantage pour finalement faire cette différence en ayant un plan A et derrière un plan B qu'il a eu en cours de combat aussi, en s'adaptant à l'uppercut, en augmentant le volume, le tempo et en sachant bien enfermer Usyk avec son jeu de pied, etc. Mais aussi son panache, son courage, son abnégation, comme je l'ai dit, qui lui ont permis de triompher d'une adversité qu'il avait encore jamais eue. Et c'est vrai que c'est quand même hyper dur de rester dans un combat quand à un moment donné tu galères autant que t'as pas de solution, de rester concentré en te disant si ça va venir, je vais finir par retrouver la solution. Franchement, c'est admirable et ça montre le champion qui est Usyk en fait. Donc au-delà de cette analyse technique, une question qui revient un peu pour clôturer tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que Fury aurait dû se faire mettre KO ? On a tous vu Fury totalement sonné au round 9, se déplacer pour essayer de survivre pendant que Usyk le traque aux 4 coins du ring. Et au final, les jambes de Fury, elles le lâchent. Il tombe un peu dans les cordes tout en restant semi-debout. Et la question, c'est est-ce qu'il est retenu par les cordes ou est-ce qu'il veut juste pas s'écrouler ? En tout cas, Usyk se jette sur lui pour le finir et l'arbitre s'interpose pour compter Fury et va le sauver d'un très probable KO TKO. Est-ce que c'est une erreur de l'arbitre ? Est-ce qu'il l'a sauvé illégitimement Fury ? Sur mon premier visionnage, j'avoue que je trouvais pas ça hyper litigieux. J'ai le sentiment que Fury est down mais retenu par les cordes. Et dans le règlement, c'est à l'appréciation de l'arbitre. S'il juge que c'est les cordes qui retiennent le boxeur du down, il peut le compter debout. Sur le deuxième visionnage, j'avoue que je trouve que Fury a joué un peu trop avec le feu en voulant pas poser genou à terre. Et que vu sa posture, l'arbitre aurait pu aussi faire le choix de pas intervenir et de le laisser se faire mettre KO. Après, c'est pas un vrai compte debout non plus, donc je pense qu'on se situe un peu dans une zone grise, encore une fois, qui était laissée à l'appréciation de l'arbitre, mais qui n'est pas une vraie faute d'arbitrage. Et le seul truc en tout cas que je retiens, heureusement, c'est que ça n'a pas eu d'incidence, vu que Usyk a gagné à la fin. Donc chacun aura forcément son interprétation. Les deux se défendent selon mon point de vue, où on se place, mais Fury
il a fait l'erreur, ou en tout cas, il n'a pas eu la lucidité de poser le genou à terre, et ça aurait pu lui coûter cher. Bref, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Égoïstement, je suis quand même content d'avoir eu quelques rounds de rab. Et puis c'est pas un combat dans lequel j'aurais aimé voir un KO en plus, même si j'entends que le retentissement pour Usyk il aurait été énorme s'il avait mis un KO à Fury. Mais voilà, je suis content que les deux ils soient rentrés en relativement, on va dire, bonne santé et aient pu sortir du round en un seul morceau. Alors maintenant qu'on a parlé de tout le technico-tactique, est-ce qu'on veut voir la revanche? Qu'est-ce qu'on peut en attendre aussi? Moi, je le dis, oui, égoïstement, je veux voir cette revanche. Ça me hyperait de malade parce que on sait qu'on a deux boxeurs qui sont excellents dans la capacité à s'adapter. Et j'aimerais voir justement ce que proposerait Fury sur une revanche, vu les clés qu'il avait trouvées en début de combat. Mais qui a eu ses limites par rapport à ce que a su réadapter Usyk. Est-ce qu'il amènerait des ajustements qui sont capables de le faire durer sur ces temps forts? Ou est-ce que au contraire, ce serait un Usyk qui, cette fois, irait vraiment chercher le KO sur Fury? C'est des questions qu'on se pose. Et ce qui est marrant, c'est que à chaud, sur le live de JC, donc moi j'avais le sentiment que Fury serait capable de faire les ajustements et de maintenir son temps fort. Aujourd'hui, à froid, j'ai l'impression qu'en fait c'est Usyk qui finirait quand même par trouver la clé. Et comme je disais, ce qui est marrant, c'est que JC, donc sur son live, lui, il me disait qu'il avait l'avis inverse, qu'à chaud, il pensait que la revanche, elle profiterait davantage encore à Usyk. Et dans sa dernière vidéo, il dit qu'en fait, finalement, avec le recul, à froid, maintenant, il pencherait plus pour une revanche qui avantagerait potentiellement Fury par rapport à sa capacité à s'adapter. Alors que, comme j'ai dit, moi, maintenant, je vois plus Usyk. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que ça montre finalement à quel point on repart encore sur du 50-50 si on relance une confrontation, parce que il y a vraiment toujours matière à se positionner sur les deux, avec toujours autant d'incertitudes, en fait, où on voit que ça va d'un sens comme de l'autre, parce qu'on est face à deux boxeurs qui ont des qualités pugilistiques énormes, qui nous ont montré beaucoup dans ce combat, et dans leur carrière, sur leur capacité d'adaptation. Donc voilà, ça relance encore le débat. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous verriez comme revanche. Quoi qu'il en soit, il semble que Fury considère ses options. C'est pas acté qu'il active sa clause de revanche, donc à voir. Usyk avait récemment dit qu'il voulait boxer jusqu'à ses 40 ans apparemment, donc ça veut dire que revanche ou pas, vu qu'il a 37 ans, on serait censé le revoir sur un ring. Mais en vrai, hormis cette revanche pour moi, comme tout le monde l'a répété, il a plus rien à prouver au final. Même dans la revanche, il a plus spécialement à prouver. Comme on l'a dit, ça y est, il a fini le jeu. Donc si c'est pas pour une obligation contractuelle, que le manager d'Usyk d'ailleurs a dit qu'il comptait évidemment lui et Satim honorer, franchement, si c'est pas pour ça, qu'il parte au sommet, juste bravo champion, merci pour ce que tu nous as donné. Il n'y a pas de vrai haut de combat qui m'intéresse en fait derrière. Et Fury, c'est vrai qu'il y a d'autres combats, on voudrait le voir, on a beaucoup parlé de Joshua. Mais pareil, après ça, je me dis, attention au combat de trop. Gantbox aussi, donc dans son podcast, on a parlé. Mais c'est vrai que Fury, il a beaucoup de traces, que ce soit par ses excès passés ou les guerres qu'il a fait notamment contre Wilder. Même ce qu'il a pris contre Usyk pendant ce combat, on voit que sa résistance, elle s'effrite. Et il faut être aussi capable pour lui de savoir lui dire au revoir. Donc voilà, je suis un peu mitigé sur la suite, à voir ce qu'ils veulent faire. Encore une fois, égoïstement, j'ai envie de voir cette revanche. Après cette revanche, est-ce que j'aurais encore envie de revoir le combat contre Joshua? Je sais pas, ça dépend de la gueule de la revanche, mais voilà, à suivre. La dernière grosse question qui reste, c'est où est-ce que cette victoire, elle va situer Usyk dans le classement pound for pound, donc le classement toutes catégories confondues. J'avoue que moi, à la réflexion, je le mets numéro 2 derrière Inoue. C'est très dur parce que les accomplissements d'Usyk qui sont énormes, on en a parlé dans la preview. Champion unifié, incontesté des lourds légers, en allant chercher toutes ses ceintures à l'extérieur, en le défendant à l'extérieur. Il monte en poids lourd alors qu'il n'est pas programmé pour ça, que son gabarit fait que dans l'air, dans les poids lourds dans lesquels il arrive, c'est pas du tout censé être un territoire adapté pour lui. Il fait ses marques, ses armes, il prend les ceintures à Joshua, il le bat 2 fois. Ensuite, il bat d'autres poids lourds de la KT comme Dubois. Et puis enfin, il prend Fury et il bat Fury. Franchement, c'est hyper impressionnant. Mais j'avoue que ce qui fait la diff pour moi, donc c'est pour ça que je le place un peu devant Crawford aujourd'hui. Où Crawford, on peut encore, même s'il a tabassé Spence, mettre des doutes sur son adversité. Je mets pas de doute du tout sur le niveau technique de Crawford, qui est monstrueux, qui est incroyable, qui est un super boxeur. Pareil, champion incontesté dans 2 catégories.
Mais je sais pas, je mets quand même Usyk devant pour ce qu'il a réussi à adapter, à proposer dans une catégorie qui n'était pas censée être la sienne. C'est pour ça que je le mets devant Crawford. En revanche, et pour l'adversité de Crawford, qui a pas encore rencontré, je trouve, tous les meilleurs de sa génération, j'aimerais le voir contre un Jaron Ennis, contre d'autres mecs comme ça, avant de dire qu'il est capable de rivaliser sur le pound for pound avec Usyk, lui a pris tous les gros défis en fait. Et après, si je mets Inoue devant, c'est juste parce que Inoue, il a ce truc de cumuler à la fois les accomplissements. Il a boxé aujourd'hui, à date, tous les meilleurs boxeurs de sa génération, de sa catégorie. Il les a tous balayés. Son activité, elle est immense. Il boxe tout le temps. Il prend tous les défis. Et dans tous ses combats, il a une domination qui est monstrueuse. Qu'à moins Usyk maintenant, parce que Usyk, voilà, il s'est un peu fait secouer quand même par Fury. Alors, ce qui est encore plus admirable, c'est comme il revient dans le combat et qu'au final, il laisse pas de place au doute. Mais c'est vrai que voilà, Inoue, il est dominateur dans tous les combats. Il a des accomplissements qui sont énormes aussi, 2 fois Undisputed. Et il boxe beaucoup, donc voilà. C'est pour ça que je mettrais dans ce classement aujourd'hui Inoue, Usyk et Terence Crawford. Ouais. Ouais, voilà pour mon impression. Dites-moi aussi encore, vous, ce que vous en pensez, bien sûr, évidemment. Après, ça fait mal au cœur, hein, parce que c'est vrai que l'accomplissement de Usyk, il est monstrueux. Je comprends, et j'ai vu que Ring l'avait mis numéro 1 d'ailleurs, c'est un truc qui se défend, hein. Après c'est une sensibilité. Voilà, moi j'ai des critères aujourd'hui qui font que j'ai mis Inoue devant, mais ça enlève rien au mérite du Zik, et voilà, et ça me choque pas qu'on le considère aussi comme son numéro 1. L'autre question pour terminer ce podcast, c'est où est-ce que ça place du coup maintenant Fury dans l'histoire? Parce que Fury aimait répéter que c'était le meilleur poids lourd de tous les temps. On se disait d'ailleurs que son gabarit, il le plaçait dans une espèce de sphère à part. Et finalement, il s'est fait battre par un poids lourd du gabarit de Mohamed Ali. Donc, on se disait que c'était pas comparable parce que Fury était trop lourd par rapport au lourd de l'équipe, hein, de l'époque, pardon. Parce qu'il faut rappeler que Usyk, c'est un peu le gabarit de Mohamed Ali, c'est la même taille en tout cas. Donc, ça rebat les cartes en fait par rapport à la perception de Fury, de son adversité globale. Finalement, ça a fait revenir le débat là-dessus parce que est-ce que 3 fois Wilder, qui est très fort en termes de punch, mais limité techniquement, White en fin de carrière, Chisora en fin de carrière, ça vaut la legacy ça vaut pour une grosse legacy pour Fury. Il y a son comeback qui est quand même impressionnant. Il a fait des très bons combats. Il a battu Klitschko, on ne l'enlèvera pas. Après, il a fait un combat monstrueux contre Usyk, qui pour le coup est vraiment Usyk, un des plus grands all-time. Donc, ça impose de mettre le respect sur le nom de Fury, mais ça impose aussi forcément à son discrédit de remettre en perspective la perception finale qu'on avait de la place de Fury dans l'histoire des lourds. C'est un débat qu'il faudra avoir, c'est des choses dont il faudra discuter, de se dire où est-ce qu'on se situe aujourd'hui Fury par rapport à cette performance et par rapport à ce qui est en train de devenir Usyk, en fait, finalement. Donc voilà, c'est une question qui est ouverte et je pense qu'il faudra en débattre. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quelle est la place aujourd'hui, la juste place de Fury dans l'histoire? C'est pas encore fini, donc on fera les comptes à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, mais voilà, ça mérite en tout cas d'ouvrir ce premier débat aujourd'hui. Je pense que j'ai fait un gros tour de tout ce qu'il y avait à dire sur ce combat. Je suis content d'avoir pu replacer toutes mes pensées de façon plus objective et plus construite et plus juste, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Évidemment, si ce podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo évidemment, la commenter, la partager, en parler autour de vous, mettre une bonne note sur les plateformes de podcast, ça fait toujours plaisir aussi. Venez me parler sur Instagram, Mountainbox, c'est avec plaisir qu'on échange. Donc voilà, merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui donnent de la force. Et puis voilà, encore une fois, je me suis régalé, j'espère que vous aussi. Et on a beaucoup d'autres grosses soirées box qui arrivent très bientôt. Merci de me suivre, portez-vous bien et je vous dis à très vite sur Antenne Box. Salut!